Ok, bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez bien profité de la pause fin février? Oui. Ok, bon, au moins une personne, c'est bien, c'est déjà ça. Alors, on reprend avec les cours de mécanisme de l'évolution, toujours sur le thème de la macroévolution. Donc, on va passer un cours sur les mécanismes de la spéciation. Et en quelque sorte, ce qui nous intéresse ici, c'est si on considère ce qu'on avait fait la dernière fois, on était concerné avec la phylogénie et les arbres phylogénétiques. Et dans ce cas-là, on considérait que chaque fois que l'on avait... Ah, ça c'est énervant ça. Oula, le câble est un peu caractériel. En tout cas, chaque fois que l'on avait l'apparition d'un nouveau taxon, une nouvelle espèce, on pouvait considérer que ces deux taxons, A et B, descendaient d'un ancêtre commun sur le nœud ici, et ce qui caractérisait le taxon B, c'était la présence d'une innovation évolutive. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que avant d'avoir ces deux embranchements ici, on avait bel et bien une population d'organismes qui se scindent en deux. Et ces deux populations qui se retrouvent séparées deviennent de nouvelles espèces. Donc c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui, et c'est ça le lien avec la phylogénie. Alors, l'organisation de cours va comme ceci. Donc on va passer un petit moment à considérer différentes définitions d'espèces, parce que si on veut poser des modèles pour la spéciation, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles espèces, il est important que l'on ait une idée claire de ce que ça veut dire une espèce. Parce que sinon, comment on pourra le savoir s'il y a vraiment une nouvelle espèce ou est-ce que c'est juste une autre population de la même espèce? Donc on a besoin d'une définition d'espèce. Deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a un peu compris les difficultés, les subtilités de la définition de ce que c'est qu'une espèce, on va quand même être armé pour proposer différents modèles de spéciation. Donc, je vais vous présenter les différents modèles et quelques exemples. Troisième partie, ce qu'on va voir, c'est qu'inhérente à chaque modèle de spéciation est la notion qu'à un moment donné, une population dans laquelle des individus étaient capables de se croiser librement va être coupée en deux, et ce qui va empêcher l'échange libre d'informations génétiques, c'est une barrière au flux génique. Et donc ça, pour que la spéciation ait lieu, il faut absolument qu'une de ces barrières biologiques se mette en place. Donc on va considérer ce que c'est en quoi peuvent consister les barrières au flux génique pré- et post-zygotique. Et en dernier, mais certainement pas le moindre en importance, on va regarder la polyploïdie, qui est un mécanisme de spéciation extrêmement important chez les plantes. Alors, pour notre première question, qu'est-ce qu'une espèce? Alors, ça, c'était une question qui travaillait déjà Charles Darwin. Et dans une lettre, il a écrit ceci. Je viens juste de comparer entre des définitions de l'espèce. Il est vraiment comique de voir à quel point peuvent être diverses les idées qu'ont en tête les naturalistes lorsqu'ils parlent de l'espèce. Et tout cela vient, je suppose, de ce que l'on essaye de définir l'indéfinissable. Donc au XIXe siècle, Darwin comprenait qu'on avait la notion d'espèce avec quelques problèmes. Alors avant Darwin, quelle était la définition d'une espèce? Avant Darwin, on utilisait le concept, ce qu'on peut appeler typologique de l'espèce, c'est-à-dire que tous les individus
de la même espèce devaient partager un certain nombre de caractères typiques et que c'est ça qui définissait l'appartenance ou non d'un individu à l'espèce. Et donc c'était un concept qui était basé sur la ressemblance morphologique et c'était ce qui est utilisé par tous les naturalistes du XVIIIe siècle, y compris Linné, dans ses grands travaux de classification des plantes et des animaux. Alors, les idées qui sont derrière le concept typologique de l'espèce sont un petit peu liées aux idées fixistes de l'époque, c'est-à-dire que les espèces étaient considérées comme des objets biologiques immuables qui n'allaient pas dériver dans le temps et que tous les membres d'une espèce devaient représenter en quelque sorte les copies conformes de ce modèle idéal. Et dans ce cas-là, ce qui était important, c'était de décrire les différences entre les différentes espèces et les variations intra-espèces entre individus étaient un petit peu ignorées ou considérées comme pas importants ou des accidents de la nature. Et ça, c'était quelque chose qui a vraiment été une des idées fortes de Darwin, c'était de rompre un petit peu avec cette ancienne idée et de se rendre compte que non, les variations interindividuelles sont très importantes. Et ces idées sur la sélection naturelle commençaient avec une appréciation de la variabilité intra-espèce et son importance. Alors, bon, voilà. Donc, pour revenir au concept de l'espèce typologique, c'est quelque chose qui est basé sur les critères morphologiques, de description morphologique des individus d'une espèce. Et un des problèmes, en quelque sorte, c'est qu'on n'a pas vraiment de délignation claire et rigoureuse. Quel niveau de différence est suffisant pour identifier une espèce et quel niveau de différence en morphologie ou pigmentation est plutôt représentatif d'une variabilité intra-espèce. Donc il y avait un peu de flou sur ça. Néanmoins, c'était le concept dominant du 18e, 19e siècle et c'était un peu l'idée derrière l'activité des naturalistes collectionneurs, c'est-à-dire que pour décrire le vivant, ce qu'on doit faire, c'est prendre un exemple typique de chaque espèce et on va l'empailler, on met ça dans un musée zoologique et comme ça, on a créé notre collection. Et ça, c'était un peu le travail des musées zoologiques et un peu botaniques du 19e siècle. Alors, ce concept commençait à montrer ses limites quand on l'a poussé à l'extrême. Et un exemple un peu particulier, mais qui est lié à notre sujet, c'est l'utilisation de plumes d'oiseaux pour décrire et nommer de nouvelles espèces. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait il y a une centaine d'années. Et c'était lié avec l'industrie de production de chapeliers et les chapeliers qui créaient des chapeaux à la mode pour les dames européennes au début du XXe siècle utilisaient des plumes d'oiseaux exotiques. Et donc il y avait toute une industrie pour collectionner des plumes en Indonésie, en Papouasie, et de les exporter en Europe et qui allaient être confectionnés dans des chapeaux. Alors, il y avait un collectionneur privé, Walter Rothschild en Angleterre, qui était un zoologue naturaliste amateur, et il était très riche. Donc, il avait fait une collection privée d'animaux et d'échantillons, et il avait des contacts avec l'industrie de chapeliers. Et donc, il leur avait dit, chaque fois que vous avez une plume un peu bizarre, vous n'avez jamais vu, envoyez-le-moi, je vous achète. Et donc, comme ça, il a acheté toutes les plumes un peu exotiques. Et
inhabituel, et il a même décrit une espèce basée sur une seule plume. Donc, on peut se demander, oui, mais est-ce que ça c'est vraiment une nouvelle espèce d'oiseau, ou est-ce que c'est juste un individu qui a une plume un peu inhabituelle? Et donc la question s'est posée, alors peut-être ça ne suffit pas pour décrire une espèce, juste d'avoir un échantillon d'une partie de son corps. L'idée était proposée d'envoyer des ornithologues pour aller sur site en Indonésie, en Papouasie, pour décrire ces oiseaux dans leur environnement naturel. Et donc ça, c'était une expédition qui était montée peut-être dans la fin des années 1920. Et le biologiste qui était recruté pour le faire, c'était Hans Mayer, illustré ici. Donc il est né en 1904, il est mort en 2005. Et c'est un des figures majeures de la biologie du XXe siècle. À la base, un ornithologue, c'est la personne qui a décrit et qui a nommé le plus d'espèces d'oiseaux dans toute l'histoire. Et c'est lui qui était envoyé en Papouasie pour essayer de trouver l'exemple réel de certaines de ces espèces qui avaient été décrites juste basées sur une seule plume. Donc Mayer, il y va. Et il est confronté à un problème très pratique, c'est-à-dire si dans une vallée, j'ai une population d'oiseaux qui sont population A, et dans une autre vallée voisine, j'ai une population d'oiseaux qui sont morphologiquement proches, mais il y a quelques différences quand même, ma population B, comment vais-je savoir s'il s'agit de deux espèces distinctes ou juste deux variantes locales de la même espèce? Donc c'est un problème très pratique. Alors, Mayer a proposé le concept biologique d'espèce pour trancher ce type de cas. Et il a dit, donc, ce qui détermine ce que c'est qu'une espèce, c'est le fait d'être interfécond ou pas. Donc, et ainsi, il a posé ou proposé cette définition d'espèce. Les espèces sont des groupes de populations effectivement ou potentiellement interféconds qui sont reproductivement isolés d'autres groupes similaires. Et donc ça donne un test tout à fait pratique pour savoir si deux populations d'animaux font partie de la même espèce ou non. Par exemple, si je prends ma population A et ma population B, et je constate que les individus dans ces deux populations sont interféconds, dans ce cas-là, je peux conclure qu'il s'agit d'une seule espèce. Or, si je constate que les individus des populations A et B ne peuvent pas se reproduire ensemble, dans ce cas-là, il s'agit de deux espèces distinctes. Et donc, Mayer, il a initialement enlevé le concept typologique, la ressemblance morphologique, ça ne suffit pas, et il a mis à la place, sur la position centrale, l'interfécondité. Donc ça, c'est ce qu'il avait proposé en début des années 1940. Alors, c'était une idée nouvelle, et donc tous les autres biologistes se sont mis à le tester et éventuellement aussi à le critiquer. Parce que le concept biologique d'espèce a quand même quelques limitations importantes. D'une part, il est clair que l'on peut impliquer le concept biologique d'espèce uniquement chez les populations d'organismes vivants. Donc en paléontologie, là où on a uniquement les fossiles, on ne peut pas savoir si deux populations de dinosaures étaient interfécondes ou pas. Donc on doit se fier au concept typologique d'espèce pour tout ce qui est organismes disparus. Mais même parmi les organismes vivants, le concept biologique d'espèce n'est pas vraiment applicable dans tous les cas. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire à propos des espèces qui ont un mode de reproduction asexué ou autogame? Donc, par exemple, il y a de nombreuses espèces de plantes qui sont autogames. Et clairement, la totalité des bactéries sont asexuées. Donc, et là, par exemple,
ce qui est illustré ici sont deux espèces de coquelicots, Papaver roeas, qui a un mode de reproduction sexué, et le Papaver dubium, qui est uniquement autogame. Donc, on pourrait se dire, oui, mais le concept biologique d'espèce marche toujours, parce que c'est clair que le Papaver dubium, il va être en isolement reproducteur vis-à-vis de notre Papaver roeas. Et donc, c'est en isolement reproducteur, donc il s'agit d'une espèce distincte. Donc jusque-là, ok, ça va. Mais qu'est-ce qu'on dit à propos de deux populations de cette espèce Papaver dubium qui vivent à deux endroits différents? On ne peut pas les intercroiser parce qu'ils se reproduisent uniquement par autogamie. Donc il n'y a pas d'interfécondité dans la nature entre deux populations distinctes de Papaver dubium. Et si on pousse la logique à son extrême, on est obligé de dire que chaque individu de Papaver dubium est une espèce distincte parce qu'il est en isolement reproducteur vis-à-vis de tous les autres individus de sa population. Donc on arrive à une conclusion qui est absurde si on essaye d'appliquer le concept biologique d'espèce aux organismes qui n'ont pas de reproduction sexuelle. Donc ça, c'est une limitation très importante. Concept biologique d'espèce uniquement applicable chez les organismes avec un mode de reproduction sexuée. Alors, une autre difficulté, c'est quel est le statut de hybride interspécifique selon le concept biologique d'espèce. Donc, ce problème existe ou est soulevé car il existe de nombreux exemples d'hybrides interspécifiques chez les plantes, mais également certains chez les animaux. Et ces hybrides interspécifiques sont plus ou moins fertiles. Donc, selon le concept biologique d'espèce, si on a des hybrides qui sont fertiles, il faudrait dire qu'il s'agit de la même espèce, parce que les populations sont interfertiles et la descendance est fertile également. Or, ça nous mène à quelques problèmes, parce que, par exemple, ici, on a la benoîte des ruisseaux, Geum rival, qui vit dans les milieux humides et qui a une forme de fleur très typique ici, et une autre espèce du même genre, Geum urbanum, la benoîte commune, qui vit en lisière des chemins et des talus ombragés et qui a une fleur très très distinctive, très différente de celle de la benoîte des ruisseaux. Or, ça se trouve que dans la nature, un croisement de ces deux espèces est possible et les hybrides sont fertiles. Donc, la question, c'est que si on applique rigoureusement le concept biologique des espèces, il faudrait conclure qu'il s'agit d'une seule et unique espèce. Et ça, c'est un problème pour les biologistes. Pourquoi? Parce qu'on a une morphologie très très différente et on a aussi des populations de plantes qui occupent des niches écologiques qui sont distinctes. Et ça n'a pas vraiment de sens à les mettre ensemble en termes de quelle est la place dans leur environnement et dans l'écologie. C'est plus cohérente si on les considère comme deux espèces distinctes. Donc, dans certains cas, la fécondité interspécifique pose un problème pour le concept biologique des espèces. Alors, pendant les années et les décennies suivant la proposition de Ernst Mayr sur la définition du concept biologique d'espèces, on a accumulé toutes ces exceptions et donc différentes biologistes ont proposé des versions plus modernes ou différentes du concept d'espèce. Et donc Mayr a modifié lui-même 2 ou 3 fois sa définition d'espèce. Et la dernière qu'il avait proposée, c'est ce qu'on pourrait appeler le concept écologique d'espèce. Donc une espèce est selon lequel une espèce est une communauté reproductive de population
reproductivement isolés d'autres communautés, mais qui occupent une niche particulière dans la nature. Donc on garde l'idée d'isolement reproducteur, mais on ajoute le critère écologique. Et donc ça résout les problèmes comme on a vu avec Géome urbain et Géome urbané et Géome rural. Urbanum plutôt. À côté de ça, c'est Ernst Mayr et Lee Van Velle qui avaient proposé des définitions d'espèces combinant l'écologie et l'interfertilité. Bohm, il y a une trentaine d'années, a proposé une définition d'espèce qui essaie de mettre le concept d'espèce dans un contexte cladistique phylogénétique. Et donc pour Bohm, une espèce, c'est la plus petite agrégation de population ou de lignées qui regroupe un ensemble unique d'états de caractères. Et donc ça, et tous ces caractères se retrouvent dans tous les membres de cet agrégat. Donc on utilise les termes un petit peu comme on utilise en cladistique. Des populations, des tas de caractères, donc c'est les synapomorphies, des caractères dérivés partagés qui vont définir ce que c'est qu'une espèce. Quelque part, j'ai l'impression avec Bohm que l'on retourne à un concept typologique, parce que les caractères, c'est quoi? C'est des caractères morphologiques qui sont partagés par l'ensemble des membres d'une espèce, et c'est ça qui va nous permettre de les regrouper ensemble. Donc il retourne sur un concept typologique, mais dans un cadre phylogénétique. Et finalement, moi j'aime bien toujours cette définition qui était proposée par Georges Cuvier au XIXe siècle, selon laquelle une espèce c'est la collection de tous les corps nés les uns des autres ou de parents communs et qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. Donc j'aime bien cette définition d'espèce parce que déjà la formulation est assez élégante en une phrase courte et elle résume les deux choses qui semblent essentielles. L'interfertilité, la descendance, une relation phylogénétique, tous les corps nés les uns des autres, reproduction asexuée, ou de parents communs, reproduction sexuée, et qu'ils leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. Donc ils partagent les caractères morphologiques en commun. Donc ça, c'est une façon un petit peu 19e siècle pour mettre ensemble isolement reproducteur et partage de certains caractères morphologiques. Et donc, quoi qu'on fasse, on ne peut pas se baser uniquement sur l'une ou l'autre de ces deux choses-là. On a toujours besoin des deux. OK, caractère morphologique, écologique et isolement reproducteur. Alors, ça, le concept biologique d'espèce avait ses limitations, mais une de ses grandes forces était de mettre l'interfécondité comme vraiment le sorte de colle qui lie ensemble tous les individus au sein d'une même espèce. Et une fois qu'on a compris ça, ce que l'on peut faire, c'est de comprendre comment la spéciation peut avoir lieu. Et pour cela, c'est encore Ernst Mayr qui a proposé les modèles de spéciation basés sur ce concept biologique d'espèce et aussi basés sur la génétique des populations. Alors, pourquoi la génétique des populations est importante ici? Parce que, imaginons que l'on a une population d'organismes et chez un individu de cette population, on voit l'apparition d'une mutation favorable. Alors, si cette mutation est favorable, la fréquence allélique de cette mutation va augmenter dans la population et la mutation va se répandre petit à petit au fur et à mesure des générations. Et si cette mutation est accompagnée d'une différence dans la morphologie des organismes qui portent cet allèle, on aura la modification morphologique de l'espèce. Mais on avait une population, une espèce au départ, et on a toujours une population, une espèce à la fin de notre processus. Donc ce type d'évolution mène
à l'anagénèse, c'est-à-dire qu'une population va se modifier dans le temps, et une espèce va évoluer dans le temps, mais elle ne restera toujours qu'une seule espèce. On n'a pas l'apparition de nouvelles espèces avec ce type de situation. Alors, Mayer, ce qu'il a compris, c'était que si, à un moment donné, on empêche le libre croisement d'individus dans la population, dans ce cas-là, notre mutation favorable peut apparaître et il se répand un petit peu chez certains individus, mais imaginons que la dispersion de cette mutation favorable est bloquée pour une raison ou une autre. Mais dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que cette petite population qui est modifiée va se retrouver en isolement génétique et petit à petit va se diverger de la population parentale. Et c'est ça qui va mener à la cladogénèse, c'est-à-dire l'apparition de deux espèces à partir d'une seule espèce parentale. Donc ça, c'était ça l'idée de base de Mayer. Et donc, il a dit, OK, ce qu'il faut pour l'émergence de nouvelles espèces, c'est quelque chose qui va bloquer le flux génique entre différentes parties d'une population. Et donc, il a proposé différents types de conditions qui pouvaient bloquer ce flux génique. Alors, premier cas de figure qu'il imaginait, c'était qu'on allait avoir une barrière géographique qui allait bloquer ce flux génique entre les différentes parties d'une population. Et un petit peu pour avoir un système complet, il a imaginé également le cas pour lequel on pouvait avoir le flux génique bloqué sans barrière géographique. Donc, si le flux génique est bloqué par une barrière géographique, on parle de spéciation allopatrique, donc différents pays. Si on a le flux génique qui est interrompu sans barrière géographique, on parle de spéciation sympatrique, le même pays. C'est quand le Saint-Patrick d'ailleurs? C'est lundi prochain, n'est-ce pas? Bah oui, 18 mars, il me semble. Hein. Bah écoutez, tout le monde doit porter le vert lundi prochain, s'il vous plaît. C'est de mettre un peu d'ambiance dans cette fac. Alors, en ce qui concerne la spéciation allopatrique, Mayer a proposé différentes situations où cela pouvait se produire. La première étant la spéciation par vicariance, et dans ce cas-là, ce qu'on en propose, c'est que deux parties d'une population sont totalement séparées par une barrière comme des montagnes ou la mer ou quelque chose comme ça. Lors de la spéciation péripatrique, on va avoir l'isolement d'une petite partie à la périphérie de notre population de départ. Et donc, cette petite sous-population va se retrouver en isolement. Et le troisième cas de figure, c'est le modèle de spéciation parapatrique. Et dans ce cas-là, les sous-populations aux extrémités de l'étendue géographique d'une population vont se diverger petit à petit. Alors, spéciation par vicariance. Il y a un événement géographique, qui va séparer une population en deux. Et probablement le meilleur exemple, enfin un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on trouve chez les espèces aquatiques sur les côtes des Caraïbes et les côtes pacifiques, de part et d'autre de l'isthme de Panama. Parce que l'isthme de Panama a émergé il y a 3 millions d'années, voire il y a 3 millions et demi d'années. Et auparavant, les deux mers étaient continues. Et clairement, les espèces pouvaient se mélanger. Or, avec l'émergence de l'isthme de Panama, on se retrouve avec des populations qui sont isolées dans les Caraïbes ou sur la côte pacifique. Et ces populations sont en isolement géographique depuis 3 millions d'années. Alors, si on regarde, chez les crevettes revolver, par exemple, on a 7 paires d'espèces de crevettes revolver, avec à chaque fois
une paire d'espèces, c'est-à-dire deux populations qui se ressemblent beaucoup, une sur la mer Caribéenne et une sur l'océan Pacifique. Et lorsqu'on regarde la phylogénie de ces différentes espèces, on voit que P1, chaque fois que c'est P Pacifique, C Caraïbes, chacune de ces paires au sein de chaque paire d'espèces, ils sont toujours les parents les plus proches les uns des autres, avec une seule exception, peut-être la paire d'espèces C7. Donc, ces paires d'espèces sont très proches, mais on peut se demander, est-ce que c'est vraiment des espèces distinctes, oui ou non? Parce qu'ils sont très proches, ils sont séparés par cette barrière géographique. Comment on va tester ça? Bon, en fait, si on met une station de biologie marine quelque part ici, au Panama, on peut récupérer les crevettes de ce côté, récupérer les crevettes de l'autre côté, on les met ensemble et on observe qu'en fait, ils ne vont pas se reproduire ensemble, ils se battent. Donc, il s'agit réellement d'espèces biologiques distinctes. Et donc là, c'est un exemple vraiment très très bien où on a pu constater une spéciation par vicariance de toutes ces 7 paires d'espèces. Et à chaque fois, l'ancêtre commun, signifié par les nœuds ici sur notre phylogramme, représente l'espèce ancestrale qui vivait dans les eaux qui étaient un petit peu partagées entre le côte caribéenne et le côte pacifique. Ok, donc on a quelques exemples super clairs comme ça. Néanmoins, la séparation totale de populations comme ça, ce n'est pas un événement si fréquent que ça. D'accord? Donc, ce que l'on considère est beaucoup plus fréquente, c'est le modèle péripatrique, avec cette fois-ci une petite partie de la population qui vit en périphérie de l'étendue géographique de notre espèce, va se retrouver en isolement. Et à ce moment-là, on aura comment dire, pressions évolutives qui vont favoriser la divergence de ces deux groupes de population. Donc, pression évolutive, migration, sélection, mutation et taille de la population, n'est-ce pas? On a vu ça en génétique des peuples. Donc, si on a une petite population périphérique qui s'isole, la population est de petite taille et la dérive génétique va être très très forte. Donc, juste aléatoirement, par le hasard, cette petite population isolée va avoir une évolution un peu plus rapide que la grande population. Et la deuxième chose, c'est que la petite population ici va se retrouver dans un environnement qui n'est pas vraiment le même que celui qui est occupé par tout le reste de la population. Donc, les conditions environnementales vont être un petit peu différentes et les pressions de sélection vont être différentes. Donc, la sélection aussi va favoriser la divergence de ces deux populations. Alors, ce qu'il faut pour un peu figer la spéciation, c'est un isolement géographique et génétique. Parce que si on s'adapte juste aux conditions locales et on a un flux génique qui est permanent, en fait, on n'aura jamais de distinction entre ces deux populations en deux espèces distinctes. Donc, il faut absolument une barrière au flux génique à un moment donné pour que cette sorte de petite population périphérique va constituer une nouvelle espèce différente de la population d'origine. Alors, je vais parler de cet exemple potentiel un peu plus tard, mais le mode de spéciation péripatrique par l'isolement d'une petite population est vraiment ce que l'on retrouve sur des chaînes d'îles volcaniques. Et les îles d'Hawaï, par exemple, c'est un excellent exemple de ce processus, parce qu'on retrouve sur chacune des îles de l'archipel des Hawaï plusieurs espèces endémiques d'insectes, d'arthropodes et de plantes. Et ici, c'est un exemple d'un genre d'arbre, de Cyanea,
qu'il y a plusieurs espèces endémiques sur chacune des îles. Donc une espèce endémique, ça veut dire que l'espèce se trouve sur cette île et nulle part ailleurs. Et ces espèces-là sont nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'archipel des Hawaï n'existe que depuis moins de 5 millions d'années. Et la dernière île, la grande île de Hawaï elle-même, ne date que d'il y a 400 000 ans. Et donc, toutes les espèces endémiques qu'on trouve que sur cette île-là, en fait, sont des espèces nouvelles qui ont émergé que dans les 400 derniers mille années. Mais ces espèces-là ont des relations phylogénétiques avec des espèces sur les autres îles. Donc on voit qu'en fait, on a une sorte de série de transferts d'un petit nombre d'individus d'une île à l'autre qui va coloniser la prochaine île dans l'archipel et que cette séparation par le cours d'eau se met notre petite population qui colonise en isolement génétique. Et c'est ça qui va permettre la dispersion et la radiation de ces différentes espèces sur l'île. Donc on a eu le même type de phénomène sur les îles Galapagos, par exemple. Donc avec des espèces endémiques parce qu'ils se sont retrouvés en isolement par rapport aux espèces continentales. Donc on a ce type de processus chaque fois qu'on a des archipels d'îles. Et c'est vrai pour les plantes et c'est aussi vrai pour plusieurs groupes d'arthropodes. Alors, par le passé, on peut supposer, ou on pense que c'est le modèle plus valable, c'est le modèle de spéciation péripatrique. Mais tout le monde est à la recherche de nouveaux exemples de spéciation qui sont en train de se produire devant nos yeux, en quelque sorte. Et il y a 25 ans maintenant, il y a une publication qui proposait qu'on avait précipité une nouvelle spéciation péripatrique chez des moustiques. Et l'observation de base, c'est que dans le métro de Londres, on a une espèce de moustique, le Culex molestus, qui vit toute l'année dans le métro, qui est bien au chaud, donc il est actif toute l'année, qui se reproduit dans des espaces clos dans le métro et qui pique les mammifères, donc soit les voyageurs, soit les rongeurs qui rôdent dans le métro. Et il est proche, génétiquement, de l'espèce Culex pipiens qui vit à l'extérieur. Alors, Culex pipiens parasite les oiseaux. C'est aussi le vecteur de certains virus comme le West Nile qui peut être transmis à l'humain. Donc, c'est aussi un... Voilà, bon, c'est un petit aparté. Culex pipiens parasite les oiseaux. Il vit à l'extérieur, donc il se reproduit en grand air. Et puisqu'il fait froid en hiver, il y a une diapause hivernale. Et l'idée qui était proposée par les auteurs de l'étude, c'était que on avait une sorte de spéciation péripatrique, c'était que certains individus de la population de pipiens allaient commencer à vivre dans le métro pour profiter de cette nouvelle ressource de victimes pour leur nutrition, mais que cette spécialisation pour aller vivre dans le métro les a mis en isolement reproducteur par rapport à la population d'origine. Et donc, les auteurs de l'étude ont essayé de tester s'il s'agit de deux espèces biologiques distinctes ou pas. Et effectivement, lorsqu'on essaie de les faire reproduire dans le laboratoire, ça ne marche pas très très bien, donc ils ne sont pas interféconds. Et lorsqu'on regarde les analyses génétiques dans les populations de pipiens et de molestus vivant autour ou à côté de la même station de métro, on voit qu'il n'y a pas d'échange génétique dans la nature. Donc, les auteurs ont proposé que oui, il s'agit de deux espèces distinctes et que l'espèce molestus a vu le jour suite à un événement de spéciation péripatrique.
Donc un petit groupe va coloniser le métro et il se retrouve en isolement. Alors ça, c'était vraiment très très intéressant, mais petit à petit, on commençait à découvrir les populations de Culex molestus dans des métros de différentes villes dans le monde. Donc il y en a à Paris, il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie et en Biélorussie. Donc ici, par exemple, si on regarde dans le métro de Londres, on trouve autour, à l'extérieur, Culex pipiens et dans le métro Culex molestus, et on a la même chose à Minsk. Alors la question c'est, si on a un événement de spéciation péripatrique et que l'espèce parentale c'est pipiens, quel type de relation phylogénétique devrait-on voir? Et donc je propose deux cas de figure ici, A et B. Je demande à tout le monde de contempler les arbres phylogénétiques et de choisir lequel est plus probable si on a réellement des événements de spéciation péripatrique. Tout le monde est OK? Tout le monde est prêt à donner un avis? Oui. OK, bon, on va faire ça à main levée. Qui pense que c'est ça qui est cohérent avec une spéciation péripatrique? Levez la main. OK. Qui dit non, c'est B qui est cohérent? Quelques-uns, mais c'est l'avis minoritaire. C'est la majorité qui a raison. C'est le modèle, c'est l'arbre phylogénétique A qui est plus cohérente avec une spéciation péripatrique. Parce que la spéciation péripatrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma population de molestus à Londres, il dérive de la population de pipiens qu'il y a à Londres. Et la population de molestus que j'ai à Minsk, il doit dériver de la population locale de pipiens à Minsk. Et donc, devrait avoir ça. Donc, les molestus à Londres, leurs plus proches parents doivent être les pipiens à Londres. Et pas les pipiens ou ni les molestus à Minsk. Donc, ça, c'est le raisonnement. Et en fait, des chercheurs ont testé ça. Et c'était publié en 2020. Et ils ont prélevé l'ADN chez des moustiques vivant autour des métros à Chicago et à Minsk, et aussi en Kyrgyzstan. Et voilà le résultat. En fait, ils voient que tous les molestus forment un clade et tous les pipiens forment un clade. Et donc, la phylogénie moléculaire n'est pas cohérente avec un modèle de spéciation péripatrique. Et donc, ce qu'on pense s'était passé en réalité, c'est que cette autre espèce de Culex, le Quinquefaciens ici, qui vit plutôt dans les pays chauds, a réussi à coloniser les métros parce qu'il fait chaud toute l'année. Et ils ont fait ça un peu de façon indépendante à différents endroits dans le monde. Mais ce n'est pas vraiment une spéciation. Bon, mais c'est peut-être une spéciation péripatrique, mais pas à partir de pipiens, mais plutôt à partir de cette autre espèce, Quinquefaciens. OK. Alors, pour le troisième modèle de spéciation allopatrique, il s'agit de la spéciation parapatrique. Et l'idée ici, c'est que lorsqu'on a une grande population d'individus, animaux ou plantes, qui s'étend sur une grande zone géographique, en fait, les différences morphologiques et génétiques peuvent former une sorte de gradient. Ils ne vont pas être mélangés de façon aléatoire dans toute la population. Et ça arrive parce que les échanges génétiques ne sont pas réellement aléatoires entre deux individus dans la totalité de la population. Les échanges génétiques vont avoir tendance à se faire entre des individus voisins. Un pommier dans mon jardin, par exemple, il va avoir beaucoup de mal à se reproduire avec un pommier qui est aux États-Unis ou au sud de la France.
même si on peut considérer qu'il s'agit de deux individus de la même espèce, mais il peut se reproduire avec un premier qui est juste à côté. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que la population s'étend sur une plus grande zone géographique, en réalité, il y a de moins en moins d'échanges échanges génétiques entre les individus qui vivent à l'extrémité de cette étendue géographique. Donc, il y a toujours une sorte de pan génétique entre les deux extrémités, par les individus qui sont au milieu. Les gens ici vont se reproduire un petit peu avec des individus au milieu. Et petit à petit, on aura toujours un petit peu de continuité génétique. Mais si jamais cette population au milieu disparaît pour une raison ou une autre, en fait, les deux populations qui restent aux extrémités peuvent se retrouver en condition d'isolement génétique, incapables de se reproduire les uns avec les autres. Et donc ça, c'était un modèle. Et pareil, on a cherché des exemples vivants de ce type de processus de spéciation. Et un des exemples, ce sont des différentes populations de ce petit oiseau, le Phylloscopus trochiloides, qui vit en Sibérie et dans l'est de l'Asie. Et les populations de cet oiseau sont caractérisées par différentes populations qui ont différents champs. D'accord? Et les petits graphiques ici, ce sont les enregistrements de leurs champs. Et chaque couleur représente un champ un peu distinctif chez l'oiseau. Alors, on voit qu'on a une petite population sur les Caucases et sur les côtes de la mer Noire et la mer Caspienne qui s'est retrouvée en isolement géographique. Mais on remarque aussi des zones ici où on a une population rouge et une population bleue. Et ici, lorsque les deux populations d'oiseaux se rencontrent, en réalité, ils ne se reproduisent pas entre eux parce que leurs champs sont devenus incompréhensibles. Tandis que pour toutes les autres zones, chaque fois qu'on a les deux populations d'oiseaux qui se côtoient, ils sont interfertiles. Alors, que s'est-il passé ici? Alors, les chercheurs ont étudié les marqueurs génétiques et ils ont pu établir que la population ancestrale vivait probablement sous le plateau tibétain. Et ce qui s'était passé, c'est qu'à la fin de dernière ère glaciaire, cette population ancestrale a pu migrer vers le nord avec le recul des glaciers, mais que le plateau tibétain a posé une sorte de barrière. Donc on a... Oh non, come back. Donc on a eu deux processus de migration avec une partie de la population qui part vers l'ouest, une autre population qui part vers l'est. Et on a quelque chose où on a les deux extrémités de ces deux populations, de ces deux vagues migratoires, se différencient de plus en plus. Et à la fin, quand ils se rencontrent, ils ne se reconnaissent plus. Et donc, ils sont en isolement reproducteur les uns vis-à-vis de l'autre. Alors, ce trou-là, c'est provoqué par la déforestation au nord de la Chine qui a détruit l'habitat de cet oiseau et ainsi, il n'y a plus de population qui vit là. Mais ça, c'est quelque chose de relativement récent. Donc, ça, c'est un exemple d'une spéciation parapatrique. Et lorsqu'on a ce processus, ce qui est typique, c'est l'observation d'espèces en anneaux. C'est-à-dire qu'on a une sorte de quelque chose qui a bloqué les échanges entre les deux types de populations qui étaient de part et d'autre du plateau tibétain. Et à la fin, ça nous donne une sorte de donut ou un anneau d'espèces autour de cette barrière. Et à la fin, aux extrémités, c'est là où des espèces ne sont plus interfécondes. Et donc on peut vraisemblablement dire que cette population rouge-là constitue une espèce distincte. Alors, spéciation, donc ça c'est le dernier modèle de spéciation allopatrique. Alors la spéciation sympatrique propose que dans certaines conditions, sans avoir de séparation géographique, on peut avoir deux espèces qui se séparent, mais sans être séparées physiquement. Alors, pendant longtemps, on se demandait si ça existait vraiment.
parce qu'un des problèmes, c'est de savoir, OK, si vous avez deux espèces différentes qui occupent la même zone géographique maintenant, c'est très très difficile d'exclure un mode de spéciation péripatrique et qui était suivi par la rencontre entre les deux espèces par la suite. Donc il a été très difficile de trouver des exemples de spéciation sympatrique où on était certain qu'une spéciation allopatrique était impossible. Mais il y en a quelques-uns, et notamment cet exemple de deux espèces de palmiers vivant sur l'île de Lord Howe, qui se trouve au large du continent australien. Alors, sur cette petite île, on a deux espèces de palmiers qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles vivent uniquement sur cette île. Donc, Howea forsteriana, qui est caractérisée par des feuilles droites qui montent et les folioles qui pendent, qui sont penchantes. Et Howea belmoriana, qui est caractérisée par des feuilles qui sont courbes avec des folioles qui sont montants. Donc même un non-expert comme moi, on peut voir la différence entre ces deux palmiers. Et c'est sur une île qui vraiment est très très petite, donc il n'y a pas de séparation géographique entre ces deux espèces. Alors la première chose que l'on peut se demander, c'est est-ce qu'il s'agit vraiment de deux espèces distinctes? Est-ce qu'ils se reproduisent entre elles? Et la réponse est oui, il s'agit de deux espèces distinctes parce que lorsqu'on regarde, ces deux espèces de palmiers ont des périodes de floraison différentes. Donc, pendant que Forsteriana est en fleurs, les pollens de Forsteriana vont aller fertiliser uniquement les fleurs d'autres Forsteriana. Et pareil pour la deuxième espèce. Donc le décalage en période de floraison, c'est ça qui met les deux espèces en isolement reproducteur. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que les plantes n'occupent pas vraiment la même niche écologique. C'est-à-dire que Forsteriana pousse vraiment sur des sols acides, tandis que Belmoriana pousse sur des sols... Forsteriana, des sols alcalins, pH 8-9, alcalins, tandis que Belmoriana pousse sur des sols légèrement acides. Donc on a aussi une différence au niveau de l'altitude avec Belmoriana qui pousse un peu plus sur les hauteurs. Donc on a réellement deux espèces biologiques et écologiques, et on est certain qu'il s'agit d'un événement de spéciation sympatrique parce que lorsqu'on regarde l'arbre phylogénétique avec des marqueurs génétiques de ces deux espèces et de leurs plus proches parents sur le plan phylogénétique, on voit que le dernier ancêtre entre Forsteriana et Belmoriana, avec une approche de datation moléculaire, devait vivre il y a peut-être 2 millions d'années, c'est-à-dire après la formation de cette île. Et le plus proche parent de Forsteriana, c'est Belmoriana, ce n'est pas un proche parent de toutes les autres espèces de palmiers qu'on trouve à proximité relative. Donc c'est réellement un processus de spéciation sympatrique. Et on pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une sorte de spécialisation de différentes populations sur des niches écologiques un petit peu différentes, qui s'accompagnent d'une modification de leur système de reproduction, qui met les deux populations en isolement reproducteur. Et c'est ça qui a permis l'émergence de deux espèces distinctes sur cette île. Alors, jusque-là, quels sont notre résumé? Donc, ce qui est important, c'est d'entraver le libre flux de génération entre les individus d'une population, parce que c'est ça qui va permettre les génomes de diverger et deux populations d'évoluer en deux espèces distinctes. Et cette barrière au flux génique
est provoquée par soit une séparation géographique, tous les modèles de spéciation allopatrique, ou alors par un processus graduel entre individus qui vivent dans le même milieu qui aboutit à la spéciation sympatrique. Alors, l'événement clé dans les deux cas, c'est un entrave ou quelque chose qui empêche l'interfécondité et le flux génique. Alors, quelles peuvent être ces barrières au flux génique? Donc, ils peuvent être soit prézygotiques ou alors postzygotiques. Donc, une barrière prézygotique, c'est quelque chose qui empêche la fertilisation. Et ici, lorsque je parle de barrière, il s'agit de quelque chose de biologique. Donc, il ne faut pas confondre barrière géographique, que l'on évoque dans les modes de spéciation allopatrique, et une barrière au flux génique. Donc ça, c'est une réponse erronée que j'ai lue des fois dans les contrôles ou des examens. Quelle est la barrière au flux génique dans tel cas? Ah, c'est la montagne ou le fleuve ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Barrière au flux génique pré- ou post-zygotique, c'est un processus biologique que l'on entend par ça. Alors, barrière au flux génique pré-zygotique. Donc ça peut être quelque chose lié aux périodes, une barrière écologique ou physiologique, des périodes de reproduction différentes. Donc c'est ce qu'on a vu avec Hawaii. Et c'est aussi le cas pour deux espèces de agrostis, l'une qui fleurit le matin et l'autre qui fleurit l'après-midi. Et on a peu de croisements entre ces deux espèces, mais quelques hybridations qui arrivent quand même en cas de mauvais temps. Alors, comme je disais, les autres exemples, comme des espèces de Hawaii sur l'île déserte et les saules, sont en isolement producteur par ce type de barrière prézygotique. Alors, un autre type de barrière prézygotique, ce sont des barrières éthologiques, le comportement autour de la reproduction qui peut être différent entre deux espèces. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu chez le Philoscopus. Le chant est le mécanisme par lequel les oiseaux se reconnaissent, se rencontrent pour trouver un partenaire pour leur production. Donc, s'ils ne reconnaissent pas le chant, bon, bah, ils ne vont jamais se reproduire ensemble. Donc ça, c'est typiquement une barrière au flux génique pré-zygotique. Pareil pour les crevettes revolver. Quand on les mettait ensemble, ils se battaient. Donc leur comportement autour de leur production était incompatible. Et pareil aussi pour les différents types de moustiques. Parce que le Culex pipiens se reproduit uniquement en plein air. Si on le met dans une petite espace close, il ne va pas démarrer un comportement qui mène à la reproduction. Tandis que Mollustus, l'espèce qui vit dans le métro, c'est l'inverse. Donc leur comportement autour de la reproduction les met en isolement reproducteur. Et une autre type de barrière pré-zygotique, ce sont des barrières anatomiques liées à l'incompatibilité physique des organes sexuels. Donc c'est quelque chose qui est fréquent chez les insectes et aussi chez toutes les angiospermes, les plantes à fleurs. C'est-à-dire que certaines plantes vont être pollinisées par certaines espèces de pollinisateurs. Ça les met en isolement aux producteurs vis-à-vis d'autres espèces de plantes qui dépendent de notre pollinisateur. Et même lorsque deux espèces ou plusieurs espèces utilisent le même insecte pollinisateur, il peut y avoir des différences morphologiques dans les fleurs. Par exemple, ici, chez deux espèces d'orchidées, et les pollinies vont déposer des graines de pollen à différents endroits sur l'insecte selon l'espèce de fleur. Et c'est ça qui va empêcher l'interfertilité entre ces deux espèces. Alors, à côté de ça, on peut aussi avoir des barrières au flux génique qui sont post-zygotiques, c'est-à-dire que l'infertilisation a lieu, mais le zygote qui est produit par la fertilisation est soit non viable,
ou à une fertilité réduite. Et ça, c'est vrai pour la plupart des croisements interespèces. Chez les plantes, on a pas mal d'hybrides qui restent fertiles. Chez les animaux aussi, mais un peu moins. Et en règle générale, plus les espèces sont éloignées sur le plan phylogénétique, moins on a de chances que l'hybride soit fertile. C'est-à-dire, si on essaie de croiser deux espèces qui ont un lien phylogénétique proche, qui sont au sein du même genre, ben, peut-être ça peut marcher. Mais si on essaie de croiser deux espèces qui font partie de deux genres distincts, qui sont plus éloignés sur le plan phylogénétique, là, il y a très très peu de chances qu'on arrive à un hybride fertile. Alors, comment se fait-il qu'on a cette réduction de fertilité ou de viabilité des hybrides? Donc, il y a deux choses. Il y a l'incompatibilité karyotypique et l'incompatibilité génétique. Et ce n'est pas la même chose. Okay? Mais la différence est subtile. Alors, l'incompatibilité karyotypique, on a deux types de différences dans l'organisation de chromosomes qui mènent à une incompatibilité karyotypique. Le premier type d'exemple que tout le monde peut comprendre aisément, c'est que lorsque on a deux espèces avec des compléments chromosomiques qui sont différents. Et c'est ce qu'on trouve entre le cheval et l'âne. Chez le cheval, le complément chromosomique 2n égale 64. Chez l'âne, 2n, le complément chromosomique 2n égale 62. Les hybrides sont viables, le mulet, mais ils ne sont pas fertiles. Parce que, à cause d'un nombre de chromosomes impairs, ça pose beaucoup de problèmes pour former des gamètes lors de la méiose. Et c'est pour ça qu'on a des hybrides qui sont viables mais non fertiles. Alors, même dans le cas où on a un complément chromosomique qui est identique, il peut y avoir une incompatibilité karyotypique. Pourquoi? Parce que les chromosomes peuvent avoir eu de nombreuses inversions ou translocations. Et dans ce cas-là, si on a des chromosomes qui ont l'information génétique qui est dispersée totalement, distribuée totalement différemment sur les chromosomes, mais ça aussi, ça va causer de gros problèmes lors de la méiose. Donc, même si on a un nombre de chromosomes identiques, c'est pas sûr qu'on n'ait pas une incompatibilité karyotypique. Et finalement, dernière chose à remarquer là-dedans, c'est une curiosité, mais c'est quand même une observation réelle, c'est que chez les hybrides, on a souvent le cas où un sexe est infertile et le deuxième sexe reste avec une fertilité peut-être pas 100%, mais non zéro. Et quand un seul sexe d'un hybride est stérile, c'est toujours le sexe hétérogamétique. Donc ça, c'était J.B.S. Haldane qui a remarqué ça, d'où le nom, la règle de Haldane. Et sexe hétérogamétique, pas simplement mâle, parce que XY, ce sont les mâles chez les mammifères, chez les oiseaux, ce sont les femelles qui sont XY. Mais c'est le sexe hétérogamétique qui est stérile dans ce type d'hybride. Alors, même sans problème au niveau des chromosomes, on peut avoir ce qu'on appelle une incompatibilité génétique. Et pour l'incompatibilité génétique, il faut imaginer que les chromosomes, sur leur organisation, c'est exactement identique. Le même nombre de chromosomes, la même organisation. Mais néanmoins, les espèces sont incompatibles. Pourquoi? Donc là, des chercheurs avaient identifié des espèces de mouches, je crois, de drosophiles, qui avaient cette sorte d'incompatibilité. Sur leurs chromosomes, pas de différence, mais il y avait néanmoins une barrière génétique post-zygotique. Et le modèle qui avait été proposé, c'était d'imaginer deux locus, A et B,
dont les produits, les protéines exprimées à partir de ces gènes allaient interagir. Et donc, nos deux Lucy, A et B, permettaient de former une hétérodimère protéique essentielle pour la survie ou la fertilité de notre organisme. Alors, si on sépare notre population en deux, les deux Lucy, A et B, vont se mettre à évoluer et les deux Lucy, A et B, coévoluent. Dans la population, donc la population A1, la population 1 reste fertile parce que dans tous les cas, le locus A, la version 1, interagit avec le locus B, version 1, et ça marche. Chez notre population B2, les deux gènes évoluent, mais restent compatibles entre elles. A2 est compatible avec B2. Mais l'idée, c'est que chez l'hybride, ce qui va se passer, c'est que l'allèle ou les protéines exprimées à partir de l'allèle A1 vont rencontrer les protéines exprimées par l'allèle B2, et c'est cette combinaison-là qui va être fatale. Et c'est ça qui va mener à la non-viabilité ou l'absence de fertilité chez l'hybride. Donc ça, c'est le modèle de paire de gènes dite Dobzhansky-Müller, et c'est proposé comme une explication pourquoi un isolement géographique va mener sur le long terme à un isolement génétique. Parce que, juste de façon un petit peu neutre sur le plan génétique de population, les deux populations vont accumuler des mutations dans ces paires de gènes Dobzhansky-Müller, et petit à petit, sur le long terme, des populations vont accumuler des incompatibilités génétiques. Alors, juste pour résumer cette partie-là, barrière prézygotique, il faut connaître ça absolument. Ces barrières empêchent la formation d'un zygote, peut-être écologique, éthologique, morphologique, mécanique. Les barrières post-zygotiques empêchent le développement d'un zygote. Donc la fertilisation a lieu, mais le zygote n'est pas viable ou fertile. Et il y a deux choses, l'incompatibilité génétique et karyotypique. L'autre chose que je n'ai pas dit, qui est néanmoins important ici, c'est que les hybrides vont être stériles et aussi infertiles vis-à-vis des parents. OK. Dans un petit douzaine de minutes, on va faire la polyploïdie, extrêmement importante chez les plantes. Alors, deux types de polyploïdie. Déjà, d'abord, l'autopolyploïdie, que l'on voit chez la pomme de terre, Solanum tuberosum. Et lorsqu'on regarde les populations ancestrales, ou les espèces sauvages proches de la pomme de terre, on voit que toutes ces espèces proches ont un complément chromosomique de 2n égale 24, tandis que la pomme de terre est à 2n égale 48. Donc ce qui s'était passé, c'est que quelque part dans le passé de la pomme de notre espèce cultivée, on a eu une déduplication de la totalité des chromosomes de l'organisme. C'est ce qu'on appelle l'autopolyploïdie. Alors comment cela peut se passer? Il y a deux mécanismes. D'abord, la non-disjonction méiotique, c'est-à-dire que lors de la méiose, et ici j'ai représenté un organisme très simple avec un complément chromosomique 2n égale 4. Donc normalement, lors de la méiose, chaque gamète doit avoir 2 chromosomes. Mais on va imaginer que lors d'une non-disjonction méiotique, une des gamètes récupère tous les chromosomes. D'accord? Et donc, on finit avec un oocyte ou un pollen avec 2N, avec une gamète avec tous les 4 chromosomes. Et cet oocyte va être fertilisé avec un pollen, avec un gamète normal. Et ça va nous donner une plante qui est triploïde. Donc, cette plante-là peut être viable, parce qu'il a tous les gènes qu'il faut, mais elle sera stérile. Parce que lors de la méiose, elle ne pourra pas fabriquer des gamètes qui sont équilibrés. Donc notre triploïde va être stérile. Sauf si par hasard,
et on a un deuxième événement de non-disjonction méiotique. Cette fois-ci, on aura un gamète qui a tous ces chromosomes-là. Et ce gamète peut à son tour être fertilisé par un gamète normal. Et dans ce cas-là, ça va nous donner un individu qui est tétraploïde. Donc en 2 générations de la plante, on a dédoublé tous les chromosomes. Et cette plante-là va être fertile avec elle-même, mais elle sera en isolement reproducteur par rapport à l'espèce parentale. Donc c'est vraisemblable une nouvelle espèce qui s'est formée en 2 générations. Alors, le deuxième mécanisme, c'est la non-disjonction mitotique. Cette fois-ci, il faut imaginer que chez le zygote, lors d'une des premières divisions cellulaires, on a à nouveau une des cellules filles qui récupère tous les chromosomes. Et ça va nous donner une cellule tétraploïde. Et si cette cellule va former tous les tissus d'une fleur, par exemple, alors cette fleur-là va former les gamètes qui ont un complément chromosomique dédoublé. Donc clairement, ces gamètes-là ne vont pas être fertiles avec les gamètes de l'espèce parentale, mais par autofertilisation, ça va à nouveau donner une plante qui est totalement tétraploïde. Donc ces deux processus peuvent mener à la production, à la formation d'espèces tétraploïdes par autopolyploïdie. Alors, dans certains cas, 2 espèces peuvent être impliquées dans ce processus de polyploïdisation. Et c'est quelque chose qui était extrêmement important pour toute notre civilisation parce que le blé qu'on utilise pour faire le pain, le Triticum aestivum, est une espèce polyploïde dérivée en partie d'une espèce parentale Triticum urartu. Et si on regarde un peu les tailles des graines ici par rapport à notre blé, on voit très bien qu'on ne va pas créer une cité-État, une civilisation, construire des pyramides ou faire des choses comme ça si on bouffait que le Triticum urartu. Pas possible. Pas assez de surplus de nourriture avec le Triticum urartu. Alors, ce qui s'est passé, et c'était le sujet des recherches pendant des décennies, d'essayer de reconstituer l'origine du blé. Parce que ce n'est pas une plante naturelle, c'est une hybride sélectionnée par nos ancêtres. Alors, l'autre plante parentale semble être une autre graminée sauvage, Aegilops peltoides, et les deux ont donné une sorte de tétraploïde hybride. Et ça, c'est le blé dur qui pousse, qui est pour les pâtes, mais qui pousse uniquement là où il fait chaud et plutôt sec. En France, il ne pousse pas très bien ce blé. Donc, pour obtenir Triticum aestivum, il fallait un deuxième événement d'hybridation et de polyploïdisation avec une autre espèce sauvage. Et cette fois-ci, Triticum aestivum, notre blé en France, a acquis la capacité de survivre et de pousser bien dans des conditions un peu plus froides, un peu plus humides. Alors, ce sont nos ancêtres qui ont remarqué que ces hybrides un peu bizarres avaient des graines un peu plus grandes qui restaient collées à l'épi et qui étaient plus faciles à récolter. Et c'est cette sélection d'un mutant un peu bizarroïde qui a mené à l'existence de toutes nos civilisations basées sur le blé. Et c'est un processus extrêmement important chez les plantes parce qu'on considère qu'entre 1/4 et la moitié des espèces de plantes qui existent actuellement sont dérivées d'un processus de spéciation par allopolyploïdie. Donc hybridation suivie par un dédoublement des chromosomes. Alors, l'allopolyploïdie, comment ça marche? Pareil, 2 mécanismes, soit par non-disjonction méiotique, soit par non-disjonction mitotique. Alors, la non-disjonction méiotique, encore une fois, on commence avec un des plantes qui produit des gamètes, et chez ce gamète-là, on a la totalité des chromosomes qui vont dans un gamète et qui sont fertilisés par un gamète normal de l'autre espèce. Et ça va nous donner une hybride. Cette fois-ci, 2n égale 7, cette hybride sera stérile.
sauf si on a un deuxième événement de non-disjonction méiotique avec un gamète qui récupère tous les chromosomes. Et ce gamète peut être fertilisé avec quoi? Un pollen comme ça ou un pollen comme ça? Un pollen comme ça. Oui, c'est ça. Et ça va nous donner un individu hybride qui est 2n égale 10. Donc on a l'hybridation couplée avec la polyploïdisation, et c'est ça qui nous donne un individu qui est viable et fertile avec lui-même. Deuxième possibilité, c'est la non-disjonction mitotique. Et cette fois-ci, notre hybride 2n égale 5, toujours stérile, cette fois-ci formé par deux gamètes normaux produits par ces deux espèces parentales. Donc cette fois-ci, notre hybride 2n égale 5 sera stérile, sauf si lors d'une des premières mitoses, lors des premières divisions cellulaires, on a une cellule fille qui récupère tous les chromosomes, et ça va nous donner une cellule qui a l'ensemble des chromosomes. Et si cette cellule va être la progénitrice pour la formation d'une fleur, ben alors cette fleur va donner des gamètes qui sont n égale 5. Et ces gamètes peuvent s'auto-fertiliser. Sur la fleur, on a les deux types de gamètes. Et donc c'est ça qui peut nous donner un individu qui est 2n égale 10, polyploïde à nouveau. Alors, conclusion générale. Donc on a de nombreux mécanismes de spéciation qui ont été proposés et qui ont été validés par les observations. Donc ça nous reconforte et démontre que la spéciation, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu une fois il y a 100 millions d'années et puis on s'est arrêté. C'est un processus qui est continu, qui est toujours un phénomène toujours contemporain. Alors, les mécanismes prédominants sont différents selon les groupes d'organismes concernés. Donc, on considère que chez les animaux, c'est plutôt les mécanismes de spéciation allopatriques qui sont dominants. Chez les plantes, peut-être plus les mécanismes de spéciation sympatriques, parce que la polyploïdisation, c'est évidemment un mécanisme de spéciation sympatrique, parce que les plantes restent sur la même zone géographique, il n'y a pas de séparation géographique pour la polyploïdisation. Et on voit que ça, c'est un mécanisme extrêmement important chez les plantes. Possible chez les plantes, pourquoi? Parce que chez les plantes, l'autofertilisation est fréquemment possible et on a fréquemment la formation d'hybrides viables chez les plantes. Et ça, c'est un peu curieux parce que c'était les deux caractéristiques qui rendaient le concept biologique d'espèce vraiment très problématique chez les plantes. Et donc, c'est un peu pour ça que les concepts d'espèces et les mécanismes de spéciation sont un peu liés. Le concept d'espèce biologique marche super bien pour les animaux et c'est ça qui a mené Mayer à proposer tous ces mécanismes de spéciation allopatriques parce qu'on proposait la séparation géographique d'une petite population qui le mettait en isolement producteur. Et c'est ça qui définit ce que c'est une espèce biologique. Ok, je vais m'arrêter là et on se revoit la semaine prochaine pour les rythmes de spéciation durant l'évolution et l'extinction des espèces.